Ravi de vous retrouver pour ce numéro de votre magazine Éco-Débat. On poursuit aujourd'hui notre réflexion sur les économies numériques sur le continent. On observe cette effervescence autour du numérique. Beaucoup y voient un tremplin inédit pour le continent de se réinventer. L'Afrique pourra-t-elle tirer profit du développement numérique et s'affranchir des vieux modèles industriels et surtout accélérer sa croissance économique? Tout de suite, éclairage avec nos invités ici en studio. Docteur Janine Tano, vous êtes docteur en droit public mais aussi consultante en finances publiques. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec vous ici en studio, Monsieur Coré Irié. Alors vous êtes administrateur en IoT, Internet des objets connectés. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Alors, économie numérique. Qu'entend-on par économie numérique? Alors, l'économie numérique, c'est la conceptualisation des activités économiques qui sont liées au numérique. Et dans ces activités qui sont liées au numérique, on aura le secteur des télécommunications, on aura l'audiovisuel, la gestion des logiciels, les ventes en ligne. Alors c'est tout ce phénomène-là, on va dire, tous ces ensembles d'activités qui sont économiques et sociales, qui vont être reportées sur l'espace numérique, qui vont rentrer dans la composition de l'économie numérique. Alors c'est juste un nouveau thème, on peut le dire, ou bien qu'est-ce qui fait cette effervescence autour de économie numérique? C'est quelque chose qui existait déjà, c'est maintenant que ça prend de l'ampleur ou comment est-ce qu'on doit concevoir ça? Disons que tout simplement ça existait déjà, c'est tout simplement le fait de pouvoir numériser les informations. On passe tout simplement du traitement qu'on avait traditionnellement à un traitement automatique des données. Voilà, c'est tout simplement ça l'économie numérique digitale. Alors donc, quels sont les nouveaux entrants dans cette économie? Qu'est-ce qui fait la différence avec nos économies traditionnelles qu'on connaît? Tout à fait. Au niveau on va dire, des entrants, on a des nouvelles manières de communiquer. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale. On a des nouvelles manières de consommer. Au niveau des entrants, on aura tous les services en ligne. Par exemple, vous aurez des centres d'appel. Vous avez la gestion du service après-vente qui va se faire en ligne via des centres d'appel qui ne sont pas forcément physiques, mais qui sont regroupés, on va dire, dans des espaces dédiés. Donc aujourd'hui, on va se rendre compte que si vous mettez en place, je prends à titre d'illustration, vous mettez en place un service pour gérer la suite. Donc pour le service après-vente, vous allez délocaliser de manière à pouvoir gérer les plaintes, à pouvoir gérer les abonnements par exemple de vos clients sur des espaces qui sont numériques et qui sont dédiés. Alors mais quand on parle de tout cela, ça sous-entend une grosse logistique quand même au niveau digital, au niveau numérique. Est-ce que l'Afrique, on a les moyens qu'il faut pour se lancer dans cette économie numérique? Arriver à faire nos paiements directement avec les terminaux, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui se trouve à Lomé, est-ce que sur le marché de Lomé, il peut faire ses transactions rapidement avec le digital, le numérique? Est-ce que l'Afrique est prête? Ben oui, parce qu'en fait, on a toutes les ressources ici. Parce que si on doit bien voir, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. On a beaucoup de ressources humaines pour cela. Et en matière de digitalisation, on a vraiment aussi tout un arsenal pour ça en fait. C'est très simple. Le but ici à rechercher dans l'économie numérique, c'est le fait de pouvoir transformer tout ce qui est fait de façon physique à de façon virtuelle. Donc on parle de paiement en ligne, on parle de par exemple des commandes à la demande, on parle de en fait éviter en fait tout ce qui est position physique. Voilà, donc l'Afrique en elle-même je vais essayer de recocher dessus. L'Afrique en elle-même a tout ce qui est potentiel pour pouvoir le faire. Parce que quand on regarde bien la démographie en Afrique, on a plusieurs ethnies. Voilà. Et donc ces ethnies-là, on nous répertorie ces ethnies par des numérisations. Et quand les dispatchs, on arrive à comprendre que en fait, l'Afrique a vraiment besoin de cette économie-là pour mieux fonctionner, pour mieux communiquer entre nous-mêmes. Voilà. Alors comment, avec ces économies numériques, dites numériques, comment arriver à faire une inclusion, une inclusivité au niveau de nos économies? Alors, comment arriver à rendre nos économies plus inclusives? Voilà. Quand on parle d'économie inclusive, c'est-à-dire qu'on va intégrer toutes les couches des populations. Vous allez prendre le mécanicien, vous allez prendre le cadre de banque, vous allez prendre la coiffeuse, donc toutes les couches des populations vont être intégrées. Alors comment on y arrive? Vous prenez par exemple le mobile money. Le mobile money,
tout le monde utilise. On va se retrouver dans des hypothèses ou dans des situations pour lesquelles on va transformer notre manière de consommer, on va transformer notre manière d'échanger, on va transformer notre manière d'utiliser l'argent. On ne va plus utiliser les espèces, mais on va utiliser le mobile money. Vous voyez qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont en train de se positionner, qui vont agir sur les taux de paiement. Ils vont agir sur les marges qui vont être réalisées sur ces paiements-là. Et on va se rendre compte qu'au fur et à mesure, les populations vont s'adapter. Là, on est en train de créer une économie inclusive dans la mesure où on permet à tout le monde de pouvoir avoir sa part contributive dans cette économie. Alors, quand on parle d'économie numérique, je reviens toujours à ce thème, numérisation. Est-ce que nos secteurs, nos grands secteurs pourvoyeurs de l'économie en Afrique, je veux parler de l'agriculture, nous sommes prêts? Comment est-ce qu'on arrive à numériser, si on va le dire ainsi, le secteur agricole pour permettre à inclure les moyens digitaux au niveau de l'agriculture? Bon, je vais répondre en disant qu'il faut le faire. Hein. Il faut le faire, mais on est encore loin. Oui, il faut le faire. Tout est un début. Et je dirais qu'on commence bien. Parce que quand on regarde bien l'agriculture, le domaine de l'agriculture, qui passe à un niveau où maintenant les gens sont capables de pouvoir suivre les champs depuis chez eux à la maison. Il faut reconnaître que quand même il y a eu un pas. On parle par exemple des startups, par exemple comme Efiliens, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce sont les entreprises qui permettent de pouvoir surveiller directement les trafics que des agriculteurs ont dans le champ avec des drones. Et c'est à vraiment bas prix en fait. Donc l'Afrique est en marge dessus. Et on travaille beaucoup plus sur le fait qu'on puisse faire des paiements. Parce que quand on regarde bien des startups qui poussent, je vais dire, comme des domaines dans la fintech, c'est-à-dire on fait des transactions monétaires, eh bien, il faut croire que l'Afrique est vraiment au-dessus du lot. Savez-vous qu'il y a plus de transactions monétaires en Afrique par rapport à celles de l'Occident, c'est-à-dire par jour? Est-ce que vous savez ça? Non. Il y a plus de transactions, les Africains font plus de transactions par jour par rapport à, genre, je vais dire, une personne moyenne en Occident. Tout simplement parce que ici, on est habitué à une grande consommation. Ce qui fait que c'est vraiment un grand marché. Et le domaine de la fintech, c'est-à-dire les domaines qui incluent tout ce qui est mobile money, paiement en ligne, il se voit en fait refactorisé sur ça. Alors avec la crise à Covid que tout le monde vit actuellement, est-ce qu'on peut dire que cette crise est venue favoriser le développement de l'économie numérique ou bien il y a eu un impact négatif justement sur cette évolution? Alors il faut se rendre compte qu'on a eu les deux aspects. La Covid nous a obligés à réapprendre à travailler. On a le télétravail aujourd'hui. La Covid nous a obligés à consommer en ligne. Bon, en Afrique, donc en Côte d'Ivoire, on ne s'est pas forcément rendu compte, mais si vous allez dans des contrées comme en France, je prends l'exemple de l'Europe, vous allez vous rendre compte que très peu de personnes sortent. Sont mises en place des techniques du type vous commandez en ligne vos articles et vous vous déplacez au magasin, vous donnez la référence de l'article, on vérifie la référence et vous récupérez votre article. Donc, on s'arrange pour ne plus avoir de contact physique. Forcément, la Covid a impacté, on va dire, entre griffes, négativement dans la mesure où vous n'aurez plus cette chaleur humaine. Mais d'un point de vue technologique, on a poussé un peu plus l'usage des technologies numériques. On ne va plus se déplacer pour aller en magasin, on va commander en ligne. Et même en Côte d'Ivoire, on a de plus en plus des sites de vente en ligne. Quand vous voulez faire la promotion d'un produit, vous faites une vitrine. Vous avez une page, vous pouvez faire un blog et aujourd'hui, vous allez même aller jusqu'à partager le temps de travail. Certaines personnes dans certaines entreprises ici en Côte d'Ivoire vont être en télétravail sur certains jours. Donc, au lieu d'aller au travail les 5 jours, vous aurez 3 jours de travail en physique et 2 jours en virtuel. Forcément, vous allez impacter l'utilisation du numérique et l'utilisation du numérique a aussi un impact économique pour les entreprises dans la mesure où vous pourrez économiser sur certains, par exemple, déplacements. Vous allez économiser sur certains logiciels.
quoique, vous pouvez aussi voir l'autre aspect, c'est que vu que vous êtes en train de mettre en place des techniques de télétravail, vous allez être obligé de prévoir des techniques de sécurisation. Vous allez être obligé de prévoir des logiciels qui vont permettre d'avoir un environnement de travail sain. Par exemple, vous devez échanger des données. Vous allez être obligé de budgétiser les échanges de données. Vous serez obligé de prévoir un budget pour former vos personnels. Donc, vous allez aussi certainement avoir recours à un consultant en informatique, à un consultant logiciel, à un consultant en cybersécurité, puisqu'il faudrait que vous ayez quelqu'un qui soit positionné pour vous dire en amont, attention, vous pouvez faire ceci, attention, telle technique n'est pas adaptée. Donc, vous voyez que forcément, la COVID nous conduit à changer notre manière de travailler et impacte de manière significative notre économie. Alors, parlons toujours d'économie. Alors, moi, je veux parler maintenant de monnaie. Il y a quelque temps, nous avons réalisé une émission qui parlait un peu de monnaie, donc des crypto-monnaies et de la monnaie numérique. On a essayé de comprendre un peu la différence. Et quelque temps après, on a vu la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest initier ce grand projet de créer sa monnaie numérique au niveau de l'espace. Mais avec ces histoires de cybercriminalité et autres, est-ce que vous pensez que le terrain est propice? L'Afrique est prête? Je dirais que oui, l'Afrique est prête. Pourquoi? Parce qu'en fait, la crypto-monnaie elle-même, elle réagit en fait selon des politiques. Tout simplement, on quitte un système centralisé. Je vous dis clairement, le système qu'on était depuis tout ce temps, c'est un système centralisé. On quitte un système centralisé pour aller dans un système décentralisé. Un système centralisé, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que tout est géré directement depuis une centrale. Donc, si on veut agir sur le système, on agit directement depuis le centre et ça va ainsi de suite. Par contre, un système décentralisé, pour pouvoir agir contre le système décentralisé, il faut détenir au moins la moitié du système. Est-ce que vous voyez? L'Afrique est vraiment prête pour accepter cette marge de technologie, c'est-à-dire la crypto-monnaie. Tout simplement parce que vraiment l'offre et la demande, on en a vraiment besoin ici. On voit très bien qu'en Côte d'Ivoire, on utilise le franc CFA de l'Ouest. Par contre, ceux du Cameroun utilisent le franc CFA central. Or, en Occident, c'est presque la même monnaie qui circule, c'est-à-dire l'euro. Quand on a plusieurs différentes monnaies ici, c'est très facile, c'est très compliqué autant pour moi de pouvoir faire des dévis. Quand on utilise la même crypto-monnaie, ça fait qu'on est plus équal, c'est-à-dire en équitabilité avec ce qu'on fait comme produit. Donc réellement, l'Afrique elle-même, elle est prête à accepter ça. Et je dirais même qu'il faut vraiment le faire parce que les personnes n'arrivent pas à comprendre que la crypto-monnaie elle-même, elle vient faciliter plusieurs faits. Elle vient faciliter vraiment plusieurs faits. C'est vrai que c'est en virtuel, mais elle ouvre plusieurs possibilités. Est-ce que vous savez que les valeurs des crypto-monnaies varient jusqu'à plus de 46 000 $? C'est-à-dire une seule crypto-monnaie peut valoir 46 000 $. Aujourd'hui, par exemple, je prends un simple cas, j'ai peut-être 10 000 $ et demain, je me réveille, je me trouve à 11 000 $. Mais justement, cette facilité entre griffes, ça fait quand même grincer des dents. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est juste la politique de l'offre et la demande. Plus on a de demandes, plus l'offre augmente. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de manque de liquidité? Parce qu'on voit par exemple le cas au Nigeria où vraiment tout le monde court vers les crypto-monnaies en délaissant l'ancien système, le système en place. Ce n'est pas par manque de liquidité que tout le monde part sur le virtuel? Bon, je dirais que c'est pas parce qu'on a un manque de liquidité, mais c'est juste parce qu'il y a un meilleur trafic. Il y a vraiment un meilleur trafic. Parce que pour pouvoir échanger de la liquidité, il faut tout simplement aller vers une agence agréée, envoyer de la liquidité qui est sur nous à quelqu'un d'autre. Pour envoyer de la liquidité qui est sur nous à quelqu'un d'autre, il faut d'abord aller vers une agence agréée, c'est-à-dire par exemple, je vais vers une banque ou Western Union et je transfère l'argent à cette personne-là. C'est-à-dire il y a un notaire. Voilà. Mais avec la crypto-monnaie, on n'a plus cet échange, on n'a plus cet intermédiaire-là. On envoie directement la monnaie à une autre personne. On dira là qu'il y a un problème de confiance. Est-ce qu'on a confiance vers l'expéditeur? Mais sachez que la crypto-monnaie, elle est en un sens. C'est tout simplement qu'elle est plus sécurisée dans les traitements par rapport à tout ce qui est système actuel. D'accord, on y reviendra plus en détail parce qu'on a vu que même dans les transactions au niveau des célébrités de nos stars du football, on a vu que certains même se font payer en crypto-monnaie. On a vu le cas de Lionel Messi qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est que dans le système des crypto-monnaies, il fonctionne avec la blockchain. La blockchain qui est un système qui est sécurisé. La blockchain, c'est un espace qui permet
aux utilisateurs, à 2 personnes, si vous êtes 2 ou 3, c'est comme si vous avez une chaîne de contrat entre ces 2 ou 3 personnes. Personne ne peut casser le système. Donc c'est plus par valeur de sécurité. C'est par valeur de sécurité. Et si vous avez une cassure, c'est forcément l'une des 3 personnes, pas une personne tierce. Donc avec ce système de sécurisation-là, vous voyez qu'il y a quand même une opportunité qui est offerte à l'économie de pouvoir fonctionner autrement que faire passer des pièces avec les risques de fausse monnaie, avec les risques de blanchiment de capitaux. Je pense qu'il y a toutes ces problématiques-là aussi qui interviennent pour qu'on puisse aller aujourd'hui vers une autre manière de faire de l'économie, d'échanger et de pratiquer en fait l'économie numérique. Alors donc ça me fait revenir sur une question que j'aime à poser quand je me retrouve en face de certaines personnes dans ce sens. Est-ce que ces nouvelles monnaies en griffe, monnaie numérique, crypto-monnaie et autres, permettent une sécurisation au niveau de nos transactions? Par exemple, pour payer nos impôts, on parle bien souvent de corruption par-ci, corruption par-là. Est-ce qu'avec ces méthodes de paiement, ces nouveaux moyens, on arrive à, en griffe, pas à totalement casser la corruption, mais est-ce que c'est un élément fort pour permettre de faire reculer la corruption? Oui, je pense que c'est un élément fort dans la mesure où, quand on parle de corruption, ça veut dire que vous avez franchi certaines étapes et avant d'arriver à ces étapes, vous avez rencontré des intermédiaires. Vous leur avez donné certainement des sommes pour ne pas donner la somme finale ou pouvoir récupérer une partie de l'argent. Dans ce sens-là, on peut estimer que cette nouvelle manière de fonctionner, c'est-à-dire que vous allez avoir un système qui est traçable. Donc, vous allez forcément être en sécurité. Vous verrez ce que vous avez payé en fonction de ce qui vous a été inscrit. Et c'est un logiciel. Le logiciel ne va transformer que si l'homme intervient. Alors que dans le processus qui est mis en place avec les nouvelles manières on va dire, d'échanger, la digitalisation par exemple des sites de paiement des impôts, vous allez rentrer la somme qui vous est demandée exactement sans avoir d'intermédiaire. Donc forcément, c'est une manière de sécuriser aussi, c'est une manière de mettre fin à tout ce qui est tentative de corruption, à tout ce qui est corruption, à tout ce qui est, on va dire, intermédiaire en question. Alors, une ouverture sur des horizons nouveaux, on va le dire, le digital nous ouvre sur des horizons nouveaux, mais est-ce que cela je peux pas dire ne pose pas problème, je veux dire, est-ce qu'il y a une législation pour encadrer cette nouvelle aventure? Eh bien, ouais, il y a des règles en droit numérique qu'il faut respecter, hein. Il y a aussi des risques, une fois qu'on se donne au numérique, il y a des risques qu'on doit aussi savoir. Par exemple, tout simplement, je prends un 5K. Sachez que tout ce que vous avez en crypto-monnaie, tout le monde peut le savoir. Tout le monde peut voir toutes vos transactions. C'est une force aussi, hein, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mentir en disant que non, j'ai pas reçu ça de telle personne, tout le monde voit. Mais c'est aussi le fait que rien n'est confidentiel. Voilà, donc du coup, là, il y a une certaine transparence. Voilà, donc du coup, là, par exemple, il y a des personnes, eux, je dirais, c'est pas trop le cadre idéal, mais il faut faire avec. Et les risques que ça enrichirait, c'est que tout ce qui est digital, réellement tout ce qui est digital n'est pas sûr à 100%. On dirait que c'est sûr à 99,99%. Donc, en termes de sécurité, il faudra aussi sensibiliser la population sur le fait comment pouvoir manier tout ce qui est dans le domaine de la fintech, c'est-à-dire les services de mobile money, les services de commerce en ligne, les monnaies électroniques, tout ça. En fait, tout ce grand bloc-là, il faut une grande sensibilisation à l'Afrique pour qu'elle puisse comprendre comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser aussi des fois. Alors, je me retourne vers vous. Là, je pose la question au docteur. Docteur, est-ce que la législation vraiment encadre plus fermement ce secteur? On va dire que le secteur commence à être encadré. On a la législation sur les transactions électroniques, il me semble depuis 2012, si je ne me trompe pas. On a les transactions électroniques. On a une législation sur les blanchiments de capitaux. On va aussi prendre en compte, parce que la loi le fait, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. En tout cas, la loi ivoirienne prend en compte ce volet financier-là. Donc, on a quand même la législation qui est en train de se mettre en place. On ne va pas se cacher pour dire qu'elle est encore très, très minime,
Mais au fur et à mesure, vous voyez que la BCEAO vient de rentrer dans la course, ça veut dire qu'on va forcément avoir une réglementation. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait déjà une réglementation sur tout ce qui était entreprise ou émettrice de monnaie électronique. On a tout ce qui est entreprise émettrice de monnaie électronique qui est vraiment légalement encadré. Si bien que si vous ne rentrez pas dans les clous des dispositions de cette norme-là, de cette loi, vous n'êtes pas autorisé à exercer certains types d'activités. Donc, on peut dire quand même qu'on a une législation. On a mis les cybercafés, par exemple, en Côte d'Ivoire, au pas pour pouvoir faire leur identification. C'est pour éviter justement de verser dans tout ce qui est infraction. Donc, on peut se rendre compte que la législation, elle concerne quand même tous ces domaines-là. On a non seulement les transactions électroniques, mais on a au fur et à mesure tout ce qui est respect contre la cybercriminalité et tout ce qui est lutte contre le blanchiment de capitaux. Voilà. On parle d'économie inclusive, mais on parle aussi de développement durable. Est-ce que, avec ces nouvelles méthodes, ces nouveaux entrants dans l'économie, on ressent un impact sur le développement durable, l'environnement en Afrique? Quelle amélioration on peut avoir? Je dirais que ça se perçoit sur le fait déjà que des personnes n'arrivent même plus à sortir de chez eux pour pouvoir commander la nourriture. Tout simplement, ça se ressent dans le fait aussi que des personnes sont chez eux et ils demandent à leur interlocuteur, eh bien, je t'envoie de l'argent, mais tu n'as pas besoin d'attendre à 17h le lendemain à 17h pour envoyer. Juste à 22h, 23h, ils s'envoient déjà. Ça se ressent aussi dans, les échanges entre banques déjà. Parce qu'avant, il y avait pour faire des transactions réellement, les banques utilisaient des systèmes que nous, on appelle un peu archaïques. C'est-à-dire, ils déplaçaient, c'est un truc que je préfère garder confidentiel. Ils déplaçaient ça et chaque jour, chaque semaine, il y a un jour précédent dans la semaine où ils font des réunions pour pouvoir faire des échanges. Mais maintenant, c'est plus pareil. C'est tout simplement le fait que ils transgressent tout ce qui est flux monétaire directement dans un système informatique. Si la banque même, qui est l'organe principal de la monnaie, fait des systèmes informatiques pour pouvoir mieux échanger, eh bien, je crois que c'est clair qu'il faut faire, hein. Il faut le faire. La population doit le faire. Et puis, la population consomme plus que certaines organisations. Donc, pour répondre à votre question, ça impacte grandement sur la circulation même de l'éco-currency. La circulation de monnaie, plus besoin de fabriquer de grosses quantités de pièces, de billets. Tout est virtuel, tout est numérique, on peut le dire. Alors, docteur, on va le dire, l'économie numérique, une priorité pour l'Afrique. Si on devait retenir quelques mots, l'émission tire à sa fin. Alors, l'économie numérique, j'ai envie de dire sensibilisation aux nouvelles méthodes d'échange. J'ai envie de dire intérêt de la population. J'ai envie de dire inclusion de toutes les populations et surtout l'information. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a ce problème. Quelquefois, on attend l'information, qu'elle vienne, alors qu'on peut aller vers l'information. Et j'ai envie de dire aussi, avec l'économie numérique, puisqu'on parle de transformation digitale, on se rend compte qu'on a une nouvelle manière d'échanger. On a une nouvelle manière, quand je dis une nouvelle manière d'échanger, on impacte en fait la consommation du client. On va aussi impacter les modèles d'affaires, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous contenter du concurrent, mais vous allez voir comment est-ce que vous pouvez apporter la qualité à vos consommateurs et à vos clients, de sorte à ne pas vous faire voler vos clients par le concurrent. Donc, vous avancez en fait dans un environnement qui est concurrentiel parce que vous allez apporter la qualité. Donc, c'est ce que je pense qu'on peut retenir pour l'émission. Merci, docteur. Monsieur Koré-Irié, si vous avez un mot de fin. Le numérique en Afrique. L'économie numérique. Le numérique en Afrique, avec l'apport qu'il a dans l'économie, je dirais que le changement est vraiment flagrant. Le changement est vraiment flagrant parce que quand on regarde bien les chiffres d'affaires, que ce soit de toutes sortes d'activités, depuis 2006 jusqu'à 2012, et qu'on regarde maintenant les chiffres d'affaires qu'on a avec l'intrusion de
l'économie digitale avec tout ce qui est produits numériques, on voit très bien que chaque entreprise a pu faire au moins un gain de genre, au moins le double de ce qu'il avait comme recette. Toute entreprise, bien sûr, qui a voulu décider de se numériser. Donc, en clair, elle a un apport clairement sur la communication en elle-même, entre populations, la communication qu'il y a entre business et tout business. Il y a aussi l'apport concernant le flux qu'il y a avec les managements. Et puis, pour clore, c'est que l'Afrique ne doit pas avoir peur de pouvoir digitaliser ces informations. Parce que tout est fait pour amener les personnes à pouvoir communiquer, à pouvoir engendrer les trafics. C'est ces informations-là que l'informatique elle-même en a besoin. L'informatique a besoin d'informations. C'est l'information, le traitement automatique de ces informations qui permet d'améliorer tout système. Donc l'Afrique doit se donner à tout ce qui est outils informatiques. Et derrière là, il y aura sûrement des techniciens informatiques pour pouvoir mieux adapter chaque système à chaque population. L'Afrique doit s'ouvrir au numérique. Merci encore, Monsieur Coré Irié. Alors, l'Afrique doit s'ouvrir au numérique, c'est une réalité, on le voit tous ensemble. Mais aussi, il y a une émission que nous avons faite il y a quelque temps où on parlait vraiment de comment se prémunir au niveau du digital, au niveau de la cybersécurité, comme on le dit, pour pouvoir encadrer toute cette nouvelle aventure qui démarre. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui du numérique en Afrique, une priorité pour une économie inclusive et durable. C'est ici que se referme cette émission. Agréable suite au programme sur nos antennes.